On est entre nous et c'est bien. Et je suis très content que vous soyez là. On aura plus à boire. On aura plus à boire et on a des très belles choses à boire. Et surtout, on a sur la scène liquide un très grand monsieur du vin, meilleur ouvrier de France, sommelier dans un des meilleurs restaurants de France, j'ose le Gentil. dire, chez Olivier Merci. Nasty, au Chambard. Jean-Baptiste Klein, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait plaisir à tous. Et puis moi, ça me fait particulièrement plaisir parce que l'Alsace, c'est pas loin des souvenirs toujours très très émus à Kaisersberg, dans ce très très beau petit village, parfois un peu trop touristique, tu me le disais. Oui, juste parfois avant. un peu, ouais. C'est bien, on a un petit peu moins de touristes aujourd'hui sur la scène liquide. Et c'est pas grave, tu nous as apporté quelque chose de très beau à boire. Avant qu'on goûte et qu'on parle des vins d'Alsace, je veux bien qu'on revienne sur ton parcours parce que c'est pas rien d'être meilleur ouvrier de France, on le sait, et en sommellerie, c'est un niveau d'excellence rarement atteint. Comment on travaille pour arriver à ça? C'est une question toujours assez compliquée. En fait, je pense que le meilleur ouvrier de France en sommellerie, c'est pas un entraînement sur une durée de temps définie pour un examen à la fin. C'est déjà un savoir-être et une expérience qu'on construit au fil de notre carrière, au fil des maisons dans lesquelles on a travaillé, des gens qu'on a côtoyés, dont on s'est inspiré. Et après, forcément, c'est validé par nos pairs, par souvent des gens de notre métier qu'on a admirés quand on a débuté. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le meilleur ouvrier de France, pour avoir pratiqué d'autres concours de sommellerie, la vraie épreuve à la fin du meilleur ouvrier de France, c'est on sert des vrais clients qui mangent, qui boivent et qui payent une addition. Tandis que souvent dans les concours de sommellerie, on fait une prestation sur une scène avec des jurys qui jouent aux faux clients, entre guillemets. Et voilà, le meilleur entraînement pour le meilleur ouvrier de France, c'est au quotidien, dans nos salles de restaurant, au contact de nos clients, à vivre des situations inédites, différentes. Le travail du sommelier, c'est pas seulement la connaissance du vin, c'est ça que tu veux dire. C'est aussi une psychologie, un rapport à l'hospitalité, à l'accueil. C'est une conversation avec les Voilà, clients. il y a à la fois cette base de connaissances, de bachotage, voilà, de donner à apprendre quand on commence les concours qui finalement nous donne une certaine forme de confiance, mais qu'on n'utilise jamais au quotidien. Parce que sinon, voilà, je pense qu'on perd vite le client et le fil. Et oui, le métier de sommelier, à l'heure où il sort de plus en plus de nos salles de restaurant, à mon sens, on oublie parfois la base de notre métier, qui est justement d'être dans une salle et de servir du vin à un client en fonction de ses attentes, ses goûts, de son portefeuille, et d'être à son écoute. Après, c'est sûr, on peut distiller notre manière de voir le vin, notre manière de voir certains produits, notre manière de voir l'accord mets et vin, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, et souvent les jeunes générations, je ne suis pas très vieux, mais je vois des jeunes générations de sommeliers qui arrivent dans le métier et qui pensent que ce que eux ils ont compris, ce que eux ils aiment en quelques mois parfois, eh ben, c'est ce que tous les clients doivent boire et aimer. Et souvent, c'est là où on perd, ça brouille un peu l'expérience dans nos tables, je trouve. C'est identifier ce qui va parler au client, le vin qui va lui correspondre. C'est un processus qui est très difficile. Il faut s'oublier soi-même, c'est ce que tu dis un peu, il faut oublier son propre goût, il faut aller chercher... comment il y a des trucs pour reconnaître... Voilà, il y a des petites clés, mais après, je pense que la plus grosse clé, ça s'appelle l'expérience. Et il y a des choses qu'on emmagasine justement au quotidien, au contact de nos clients. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas dans les livres. Et du coup, la difficulté, c'est d'arriver à cerner les attentes, le moment que le client est venu chercher chez nous, l'expérience, en quelques minutes, en quelques secondes, avec quelques questions. Il faut qu'on sache d'où il vient, quel est son rapport au vin, pourquoi il est là aujourd'hui, est-ce qu'il est avec un ami, est-ce qu'il est en famille, est-ce qu'il est avec sa compagne, est-ce qu'il a eu du mal à venir, est-ce qu'il loge à l'hôtel. Enfin, il y a plein de petits paramètres qui vont faire en sorte qu'on peut toucher au plus près de la cible pour le satisfaire. Le Chambard, c'est un hôtel, c'est un très grand restaurant et c'est aussi un Weinstube, il y a une boulangerie, c'est tout un écosystème de vie autour de la cuisine d'Olivier Nasty. C'est ça, c'est un vaste écosystème.
Voilà, dans le cœur, c'est la partie 2 étoiles Michelin. À côté, on a la Weinstube, qui est la brasserie traditionnelle alsacienne, qui est chez nous ouverte à l'année, qui est quasi complète à l'année, 7 jours sur 7, donc qui connaît toujours un beau succès. On a la partie hôtel, on a 33 chambres classées 5 étoiles. Et à cette partie hôtel, on a aussi un petit bar avec une offre tea time, une offre cocktail et spiritueux, qui est bien ciblée aussi. Et depuis peu, on a une boulangerie. À la base, c'était pour simplement être notre premier fournisseur et voilà, plus être lié à des aléas de livraison ou de régularité. Et donc maintenant, on fait tout notre pain, toutes nos viennoiseries. Et depuis l'an passé, on a notre chocolaterie aussi. Oui, j'avais oublié la chocolaterie. Voilà, et donc moi, quand je suis arrivé au Chambard il y a 8 ans, un des premiers challenges, ça a été un peu de revoir presque toute l'offre liquide au Chambard. Et moi, j'attache une importance à ce qu'est la même idée, la même éthique, la même philosophie à tout ce qu'on peut boire au sein du Chambard. Donc, que ça soit le petit sachet de thé dans la chambre, la limonade servie à la Weinstube, le pinot blanc qu'on sert à la brasserie et la Romanée Conti qu'on va servir à la partie étoilée. Et ça a été un beau challenge. Et maintenant, voilà, les choses sont plutôt assises et cadrées. Et voilà, aidé bien sûr d'une équipe. On est une équipe de 6 ou 7 sommeliers. Il y a toujours un sommelier au bar ou à la brasserie, même quand moi je suis en vadrouille, quand je suis ici. En ce moment, il y a un sommelier qui est à la Weinstube et qui essaie de prêcher la parole du vin qu'on essaie de défendre au quotidien. Ouais. Ces 8 années, c'est forcément un dialogue avec Olivier Nasty, avec le chef, avec sa cuisine, avec aussi une cuisine qui est extrêmement ancrée dans le patrimoine et dans le terroir alsacien et même dans la nature. Il va chasser lui-même. Enfin, c'est quelqu'un qui va chercher son produit. Ça, ouais. Comment vous dialoguez autour de ça? Comment tu dialogues avec cette cuisine? En fait, avec le chef, il y a vite eu une confiance mutuelle. Son frère, avant que j'arrive, il laissait faire son frère qui était associé avec lui, qui gérait toute la partie vin. Et donc, quand je suis arrivé, c'était un monde qui côtoyait de loin, mais il avait déjà laissé une belle liberté. Et donc, il m'a vite fait confiance, laissé les clés de la cave. Vraiment, voilà, de manière, très bienveillante. Et il a une connaissance et surtout une curiosité dans tout ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'il aime tout ce que je sers et j'achète, mais par contre, il cherche toujours à savoir pourquoi on met un vin particulier, pourquoi on met une boisson un peu différente sur ce plat. Et donc c'est vraiment quelque chose de... On travaille vraiment en binôme, il n'y a pas de concurrence, il ne veut pas garder toute la lumière pour lui non plus. Et des fois, il y a juste un petit élément. Moi, bien sûr, j'ai l'humilité, je suis sommelier. C'est un chef qui a sa maison depuis 20 ans, qui a 2 étoiles Michelin, qui est meilleur ouvrier de France. C'est pas moi qui vais lui faire sa sauce, cuire son poisson, apprêter son gibier. Mais en revanche, il y a des fois des petits éléments de plat, des ordres dans un menu, qui nous peuvent tout changer pour un accord mets et vin ou pour un accord bien particulier. Et du coup, il aime bien avoir mon idée quand il crée un plat pour peaufiner certains petits détails. Et surtout, ce qu'il aime chez moi, bon, sur le moment, parfois pas trop, mais ce qu'il aime, c'est que je lui dise ce que je pense. Et c'est pas parce que c'est mon chef et mon patron que je vais lui dire qu'il a raison et que son plat est parfait dès le premier essai. Et donc, il y a vraiment une conversation, un échange, et il est à l'écoute, et on peut modifier des petites choses ensemble, toujours pareil, pour que l'expérience pour nos clients soit unique et singulière. Bon, alors évidemment, tu es dans une région bénie en matière de vin, avec un territoire viticole extrêmement étendu, avec une palette de cépages, de terroirs, de sols extrêmement étendus aussi. C'est un jardin merveilleux pour jouer, mais c'est pas forcément uniquement ça que tu proposes. C'est pas uniquement ça. Après, ça a fait partie des paramètres pour lesquels je suis revenu en Alsace à l'époque. Je voulais absolument explorer ce terroir à fond, le mettre en valeur. C'est encore un territoire dans le monde viticole qui est parfois un peu oublié sur les cartes des vins ailleurs que chez nous. Et c'est absolument unique presque dans le monde, cette diversité de sols, de cépages et de styles de vin.
Et c'est de plus en plus vrai actuellement avec des manières de vinifier, des manières de voir le vin qui sont un peu dans l'air du temps ou avant-gardistes et qu'on a vraiment des racines fortes en Alsace. Donc bien sûr, on est au cœur du vignoble et de plus en plus, on a beaucoup de gens, d'amateurs, de professionnels, de journalistes, de sommeliers qui viennent en Alsace pour le vin et qui viennent nous voir. Donc on a cette colonne sur la carte des vins de tous les styles de vin en Alsace, des grandes maisons, des vins de macération, des grands pinots noirs, qui constituent un socle important de notre carte, mais c'est vrai qu'on a une belle ouverture d'esprit, à la fois sur les grands noms, mais aussi sur des vinifications différentes, des vins vivants, des vinifications naturelles. Et aussi, comme on a plein de copains vignerons du vin d'Alsace qui viennent nous voir, bah, c'est des gens qui en ont parfois marre de boire leur vin, donc on a une ouverture sur le monde qui est assez géniale sur notre carte. On a beaucoup de vins italiens, on va en Géorgie, en Slovénie, voilà, au Japon. Bien sûr, les autres boissons ont une place aussi, que ce soit dans les accords ou sur nos cartes. On a beaucoup de bières, de microbrasseries, on travaille un peu de cocktails, on travaille beaucoup de spiritueux français qui sont présents ici. Oui, tu disais, hein, tu as rencontré ici. Oui, j'ai rencontré souvent des gens qu'on voit moins, qui sont un peu éloignés de notre région. Il y a un intermédiaire qui nous les vend et on ne met pas forcément la tête derrière l'étiquette. Et c'est le genre d'événement qui nous permet de le faire sur les spiritueux. De mettre la tête sur l'étiquette. Je reviens sur l'Alsace parce que tu dis, à juste titre, c'est une région qui est parfois un peu oubliée en dehors de l'Alsace, et puis qui a aussi une image qui n'est pas toujours juste. Allez, bon, c'est un peu au doigt mouillé que je dis ça, mais il y a cette idée de vin un peu vieux, un peu sucré, un peu comme si comme on allait, hein, tu vois ce que je veux dire, malheureusement, le Gewürztraminer du bistrot, quoi. Cette image, on est en train de plus en plus l'oublier, mais elle est toujours là. Cette image que le vin d'Alsace, voilà, c'est fruité, ça donne mal à la tête, ou c'est trop acide. Mais moi, je pense que la plus grosse difficulté du vin d'Alsace, c'est la difficulté des termes et des noms. Oui. Et que, même pour nous, Alsaciens, parfois c'est compliqué de retenir certains noms. Mais quand vous mettez pour un client qui n'y connaît rien au vin, vous additionnez Gewürztraminer, Hammerschwier, Geschicht, Käferkopf, retenir ça, l'écrire, c'est un peu compliqué. Pourtant, Geschicht, on aime bien en boire. Pourtant, maintenant, ils sont très connus, ils font des vins magiques, mais c'est vrai, pour retenir tous ces termes, ou quand vous arrivez dans le vignoble alsacien, vous êtes à l'entrée d'Hammerschwier, pour reprendre ce village, et il y a des noms de vignerons sur toutes les façades. Où aller? Comment tomber sur le bon vigneron, la bonne manière de faire du vin, la bonne manière de travailler les vignes, c'est très compliqué encore. Donc la bonne manière, c'est de venir au Chambard et c'est une des manières de venir chez nous, parfois de se laisser un peu faire. Oui. Et justement, par le biais des vins qu'on va servir, on peut amener des petites connaissances, expliquer, conseiller, et bien sûr demander dans nos tables chez qui on peut aller goûter, chez qui on peut être bien accueilli. Oui, c'est un outil, clairement, ouais. Et en plus, le vignoble alsacien est encore un vignoble qui accueille de manière assez folle tous les clients, qu'on soit professionnels, amateurs, néophytes. Les portes de tous les domaines sont ouvertes. On ne va pas cracher sur les voisins, les régions voisines, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions viticoles en France. C'est plus facile de faire du tourisme viticole en Alsace, c'est très clair. Même nous, professionnels, il y a des régions où on a beau appeler le vigneron, on n'est pas reçu. Alors qu'on a les vins sur la carte. Et ça, ça pour le coup, c'est une de nos forces en Alsace. Ouais. Il y a une jeune génération de vignerons émergente qui est vraiment très dynamique. D'ailleurs, il y en a une série qui s'est réunie dans une sorte de collectif. Ils secouent les choses et bien sûr, hein, le vin est secoué un petit peu partout, mais j'ai le sentiment en Alsace qu'ils le font avec un peu moins d'excès parfois. Enfin, on tombe moins vite dans les vins alsaciens, dans le n'importe quoi. On en parlera tout à l'heure avec Julien Foin du vin nature qui sent la souris. Ouais. J'ai l'impression qu'en Alsace, il y a moins ces travers-là. Je pense que c'est pas moins d'excès, c'est plus de rigueur. Ok, ben voilà. À la fois, peut-être par la mentalité alsaciienne, et je vais expliquer, mais aussi par il y a eu une première génération de vignerons qui ont fait des vins naturels en Alsace. Dans le milieu, on les appelle un peu les 4 fantastiques, Jean-Pierre Frick, Bruno Schuller, Patrick Meyer.
et j'en oublie un, Christian Binaire. Et ces gens-là ont commencé à faire des vins comme ça dans les années 90. Et du coup, maintenant, ils ont fait plein de nouvelles générations. Et c'est vrai qu'en Alsace, j'ai l'impression qu'il y a une rigueur de travail à la vigne ou en cave qu'on perd parfois dans certaines régions. Faire un vin naturel, il faut être rigoureux, faire rentrer des raisins sains, des raisins propres. Et il faut accepter en cave et avoir une forme d'honnêteté, de se dire, ben, ce vin, il y a un défaut majeur, il n'est pas agréable à la dégustation et donc je ne le vends pas, je ne le mets pas en bouteille. Ou j'ai mis ce vin en bouteille, justement, je ne vais pas faire le débat d'après, mais je l'ai mis en bouteille, il y a un goût de souris, ben, je préviens mon client ou j'attends un peu avant de le vendre. Et c'est cette forme de transparence et d'honnêteté, je trouve, qui est importante. Parce qu'avoir un défaut, nous, ce qu'on a maintenant, quand il y a des phases sur ces vins-là, qui sont des vins vivants, donc par définition, qui évoluent en bouteille, qui évoluent en fonction des saisons, qui évoluent une fois que la bouteille est ouverte. Mais une fois que le problème est identifié et qu'on le sait, on les vend différemment. On peut les mettre un petit peu en vieillissement en cave. On sait qu'on ne va pas les travailler de la même manière au verre. On peut les ouvrir à l'aide du corps à vin. Donc une fois qu'on le sait, et si le vigneron le sait en amont et nous prévient, attention, ce vin a une petite graisse, une souris, un peu de volatile, ben, on peut expliquer, le mettre en accord de manière différente, l'expliquer au client et surtout le mettre dans les bonnes conditions de service. On va goûter tout à l'heure un magnifique exemple de ce qui se fait de mieux en Alsace. C'est une macération. Il y a beaucoup de macération en Alsace. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les statistiques s'il y en a plus que dans les autres régions, mais c'est quand même une tradition qui est là. Comment tu expliques ça? Ouais, c'est pas vraiment traditionnel. Après, si on retourne il y a très longtemps en Alsace, dans le temps, dans les villages alsaciens, il y avait un pressoir dans le village. Et les vignerons amenaient leur raisin dans des bottiches en bois. Et bien sûr, tout le monde voulait presser son raisin de manière manuelle. Et du coup, il y avait des raisins, des bottiches qui restaient parfois une nuit, un jour et demi. Et les raisins macéraient un petit peu. Parce que quand on sert des vins oranges en Alsace à une clientèle un peu âgée, souvent la réponse c'est « Ah, ça me rappelle les vins dans le temps que faisaient mon grand-père, ma grand-mère, etc. » Donc il y a eu peut-être une époque qu'on n'a pas connue, cette petite tradition. Peut-être les vins blancs d'Alsace, il y a 200 ans, ils avaient toujours ces petites couleurs un peu orangées. Et ensuite, il y a un mouvement qui est lié aussi à une mode qui est générale au vignoble européen sur les vins oranges. Encore une fois, le vin orange, pour moi, c'est un grand fourre-tout où tout le monde a son idée. On fait l'amalgame, un vin orange, c'est un vin naturel, un vin orange, je ne sais pas, c'est ce cépage, un vin orange, c'est tout le temps fait en amphore, un vin orange, c'est... Et en Alsace, il y a tout un mouvement. Pour moi, il n'y a pas encore de vérité. Quel est le meilleur cépage pour faire les vins oranges? Quel est le meilleur temps de macération? Quel est le meilleur temps d'élevage? Est-ce que c'est mieux sur les calcaires, sur les granites, sur les schistes? Je ne sais pas. Mais il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Et surtout, c'est une manière de valoriser des cépages ou de vinifier. On parlait de vinification naturelle, mais de vinifier de manière naturelle certains cépages qu'on n'arrive plus à vinifier avec le changement climatique. Faire un Gewürztraminer, un pinot gris sec en Alsace, sans rajouter des petites levures ou sans utiliser d'autres choses, c'est devenu quasi impossible. Ou alors vous faites un vin sec. J'ai des copains qui ont fait des Gewürztraminer secs en 2018 avec des levures naturelles qui fait 15 degrés 8. C'est bon, mais c'est pas à servir à tout le monde et avec tous les plats. Oui, parce qu'on est sur des raisins qui ont un fort taux de sucre. Voilà, et avec le soleil et la chaleur. Voilà, et c'est en vendangeant tôt, c'est devenu un souci chez nous. Et par contre, quand vous travaillez des Pinot Gris, des Gewürztraminer en macération, déjà les levures fermentent mieux, donc les vins fermentent plus vite, donc il y a moins de soucis de déviation bactériologique, de volatile, d'autres choses, de goût de souris. Et en plus, la macération, la rafle va consommer une partie des degrés. Vous allez perdre 1 degré ou 1,5 degré. Et donc, il y a une forme d'équilibre qui se fait et une dimension aussi, une lecture du vin d'Alsace qui est totalement différente et qui, pour moi, c'est un terrain de jeu absolument génial sur les accords. Ce qui est plus difficile, voilà, le sucre est un ennemi dans le vin ou dans d'autres choses maintenant. Mais c'est vrai qu'un vin d'Alsace avec du sucre résiduel, il faut la cuisine ou les plats en face. Et moi, on parlait un peu de la cuisine d'Olivier Nasty.
C'est une cuisine assez épurée, plutôt sur les acidités. Pas d'influence épicée orientale. Donc pour moi, servir un Gewürztraminer un peu exotique avec 20 grammes de sucre résiduel, c'est un peu plus compliqué. Servir un Gewürztraminer version vin orange, c'est presque facile chez nous au Chambard. Après ça, cette vraie tradition des vins sucrés, des vendanges tardives, etc., elle est toujours bien présente en Alsace et avec des très très beaux produits aussi. Elle est toujours ancrée. On fait parmi les plus grands vins moelleux de France ou du monde. Après, c'est sûr que c'est des vins qui se commercialisent un peu plus difficilement. C'est plus tellement à la mode. Voilà, et du coup, il y a beaucoup de vignerons qui gardent leurs raisins aussi pour faire des vins secs, tout simplement. Et qui prennent moins de risques de laisser des raisins dehors en arrière-saison. Et pareil, le changement du climat. En Alsace, dans le temps, on avait des arrière-saisons avec ces amplitudes thermiques, des nuits très fraîches, des journées chaudes, des brouillards le matin, le botrytis qui se développait facilement. Maintenant, en septembre, en octobre, on a l'été indien, il fait chaud, il fait sec. Et du coup, on n'a plus de botrytis, on a du passerillage. Et du coup, des profils de vin un peu différents aussi. Les vrais vins de botrytis, les vrais grains nobles, comme dans le Sauternais, c'est devenu très très compliqué à faire avec le climat qu'on a actuellement en Alsace. Ça veut dire qu'on va avoir des qui ont plus d'acidité, qui ont moins de Voilà, et de des équilibres corps. différents. On n'a pas ces notes de safran, de raisin de Corinthe. On est plus sur des notes d'abricot sec, des profils un peu différents. Bon, elles sont là. Il y a 2 bouteilles de Vincent Grosse bouteilles. de macération. Tu veux peut-être d'abord nous parler de Vincent? Donc Vincent, je trouve qu'il représente bien un certain mouvement du vin d'Alsace pour moi, qui a raison actuellement. Donc Vincent, son papa avait son domaine à Geberschwir. Il s'appelle toujours d'ailleurs Rémi Gross, et il faisait du super travail à la vigne en industrie biologique, et il vinifiait des vins qu'on va appeler un peu classiques, des Riesling de calcaire sec, une belle gamme de vins moelleux justement. Et l'esprit alsacien vente au caveau à 90-95%. Donc on attend que le client vienne, et le client revient chaque année, il remplit le coffre de la voiture, 2-3 petits salons pour particuliers, et un business plan qui fonctionnait très très bien. Et Vincent, il a repris le domaine dans les années 2010, et les vins, le style des vins lui correspondait un peu moins bien, l'envie de montrer au papa qu'il sait faire des choses, il veut faire des choses un peu différentes et qu'il sait faire à sa façon. Et du coup, Vincent, je le rencontre à son premier millésime où il prend son virage. Moi, je venais d'arriver au Chambard et il venait de commencer à faire des vins oranges en 2016, premier millésime 2016. Et du coup, il tâtonne, il fait des essais de macération et les vins n'avaient pas de couleur. On n'était pas dans ce qui est maintenant pour moi, à l'époque, j'étais un peu dans le cliché, un vin orange, ça doit être orange, où il doit y avoir une couleur différente. Et donc, il me fait goûter 4 vins blancs qui étaient macérés 1 mois chacun, avec des belles identités de terroir et de cépage. Et on sentait qu'il... Voilà, là j'ai essayé ça, là il y a un peu de rafle, là j'ai essayé de mettre une amphore, etc. Et c'était assez marrant. Il y avait un projet, mais il n'avait pas goûté assez de vin orange, il n'avait pas goûté de vin orange d'ailleurs, etc. Et il y avait déjà une super promesse, et j'ai beaucoup aimé l'homme aussi. Et donc on a directement commencé à travailler ensemble. Et au fil des milles, donc j'ai toujours suivi, on s'est liés d'amitié. Et pendant le Covid, on a eu cette chance extraordinaire, pas de pas avoir de clients, mais d'avoir plein de temps libre quand on était sommelier. Et du coup, avec Vincent et 2-3 autres copains vignerons, on est parti 4-5 jours dans le Frioul et en Slovénie en 2021. Et on est allé voir des gens qui ont monté le vin orange au niveau mondial, le domaine Gravener, Radicon, Dario Princic, Paolo Vodopivec, enfin des grands noms. Des génies, on peut dire. Voilà. Paolo Vodopivec, c'est absolument énorme ce qu'il a fait. Et du coup, Vincent, il est sorti de son petit village alsacien. Il a fait ce voyage, il a goûté des vins oranges d'une autre dimension. Et du coup, il est rentré. Première chose qu'il a fait, il a pris son téléphone, il a appelé le même fournisseur de Cuevri que Paolo Vodopivec. Et 21, il a rentré des raisins, macération de 6 mois en amphore géorgienne. Et là, il les garde gentiment en cave. Je crois qu'ils sont encore en foudre. Et je crois qu'il a encore des raisins de l'an passé qui sont toujours sur marc. Allez.
Et du coup, il a l'ambition de... Il continue à faire plein d'essais. Il a peaufiné ses manières de faire. Il a compris des choses au bout de 5-6 ans. Même si on est toujours encore dans une réflexion, est-ce que le muscat c'est mieux macéré sur un calcaire? Est-ce que le Riesling, faut les rafler? Mais Vincent, il a fait plein d'essais et maintenant il a plein de clés pour répondre à ces questions. Et c'est quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit, à l'écoute, etc. Et maintenant, la plupart de ses raisins blancs dans son domaine, il les vinifie de cette manière. Il fait encore un peu de crément, un peu de pinot noir. Et donc, pour en revenir au vin que j'ai ramené, c'est son muscat. Son muscat 2022, où forcément, maintenant, il adapte chaque année sa durée de macération en fonction de l'état sanitaire de ses raisins, du climat du millésime. Donc 22, c'est des macérations un peu plus courtes, 21-22 jours, et pas éraflé. Et cuivrerie aussi sur cela? Non, pas cela. Ok. Est-ce que tu sers pour les gens qui veulent et puis on va faire passer les vins, on va continuer à en parler. Tu disais c'est un millésime aussi où il y a très peu de couleurs. Donc c'est un muscat, c'est un raisin qui lui aussi a quand même va vite sur le sucre. Ouais, même si traditionnellement en Alsace chez nous, le muscat est plutôt sec. C'est souvent le vin qui sort le premier de cave au printemps, souvent lié à la saison des asperges chez nous en Alsace. Et pour moi, les grands muscats secs, les grands muscats alsaciens sont plutôt secs. Okay. Redis-nous, donc Vincent Gross, il est pas très loin de chez toi? Vincent Gross, il est à 15 minutes au sud de Colmar, sur un petit village qui est charmant, qui n'a pas été détruit pendant la guerre et donc qui n'est pas très touristique. Et il y a encore plein de vieilles maisons alsaciennes. C'est assez magique comme petit village. On le redira jamais assez, mais... c'est juste en dessous d'Eguisheim. 2 heures de train de Paris, on est en Alsace, on est chez toi à Kaysersberg. On peut faire l'aller-retour dans la journée. Ce que tu vas faire aujourd'hui. Boire pendant 5 heures au Chambard et repartir en train. Comment, à quel temps du repas, par exemple, tu sers ce vin-là? Tu le sers au Chambard, celui-là? On le sert, pour le coup. C'est un vin, même si ça fait un peu cliché, muscat asperge chez nous en Alsace, mais c'est un vin qu'on aime bien servir au printemps, avec une version d'asperge verte, juste passer au green egg avec ses notes un peu fumées, des petits condiments à l'oseille, des petites herbes, un peu de yaourt de brebis. Et du coup, l'aspect tannique, les amers, c'est des vins que j'aime bien sur cette dimension végétale de la cuisine, où en ce moment on a un plat de chou entièrement végétal, de chou à choucroute, de chou nouveau à choucroute, un petit palais de chou rave, une chips de chou vert. Et l'aspect fermenté, les acidités du plat, un peu de carvi dans la sauce et parfums anisés. Là, on est sur un caractère un peu verveine, mentholé. Et après, on a certaines macérations un peu plus longues, des macérations un peu plus assises. Il y a beaucoup de Gewürztraminer macérés en Alsace maintenant qui ont des degrés un peu hauts, des notes un peu d'infusion, de thé, des amers un peu plus marqués. Ça, c'est des vins que j'aime bien voir à l'automne. Sur des champignons, là on a les premiers cèpes des Vosges, là on a eu un bel arrivage la semaine dernière. Avec la truffe aussi, ça marche bien les macérations. Après, si on veut vraiment rester très facile, certains fromages alsaciens fonctionnent aussi. En ce moment, on a certains plats de gibier aussi qu'on sert. On a des pétales de chevreuil, l'esprit d'un carpaccio de gibier cru avec un vin orange, un peu d'huître. Ouais. Avec certains vins. Là pour le coup, je suis sorti de l'Alsace. Mais j'ai essayé les Witowska de Paolo Vodopivec la semaine dernière avec ce caractère un peu salin, iodé. Ça fonctionne très bien. Olivier Nasty, il travaille beaucoup le gibier, il va lui-même d'ailleurs, et on parle pas de ce que la chasse peut avoir parfois, comme il part pas une battue avec 40 personnes. Hein, non, Après, il y a ça fait un peu cliché, le bon chasseur, le mauvais chasseur, mais il y a une manière de chasser et de voir la chasse. Lui, il chasse beaucoup tout seul à l'approche. Et je dirais qu'il sort, s'il fait 10 sorties dans la nature, 9 fois sur 10, il sort sans son fusil juste pour observer. Et pour voir, après il est président d'une chasse. En Alsace, c'est encore... La chasse en France est très réglementée, chez nous encore plus. Donc il y a des bracelets qui donnent droit à chasser des animaux bien particuliers, avec un âge bien particulier. Et ça demande un savoir
juger à 200 mètres quel âge a l'animal, est-ce que j'ai le droit de le tirer, etc. Et il y a toute une... moi qui sur le papier serais plutôt anti-chasse, mais il y a toute une éthique de servir une viande qui a vécu à 10-15 km de chez nous, dans une forêt, à manger des choses saines. La bête, elle est abattue le matin, le lendemain, elle est dans une assiette. Elle n'a quasi pas vu de frigo, elle n'a pas été transportée de l'autre bout du monde, elle a mangé des choses saines, elle n'a pas mangé d'antibiotiques, de céréales nourries aux OGM, enfin... Il y a toute une éthique autour de... Elle a vécu une vie forme aussi... de viande de gibier de chasse. Et voilà, et c'est fini aussi de servir des viandes maturées, qui sentent fort, qui sont archi-cuites, qui ont macérées ou bouillies pendant des heures. Nous, on réconcilie... Au Chambard, on réconcilie tous les jours des clients avec la viande de gibier ou avec les vins oranges et les vins naturels. Il faut comprendre que dès qu'on sort du village, on est dans la nature, on monte, c'est les Vosges, il y a une forêt absolument incroyable. Le est à 15 minutes. À 25 minutes du Chambard, on peut voir des chamois en liberté. Et puis, en plus de cette richesse zoologique, il y a aussi une flore absolument incroyable qui, elle aussi, est très présente dans la cuisine d'Olivier Nasty. L'aromatique incroyable d'un vin comme ça répond à ça, ça nous remet dans cette nature. Clairement, et moi, ce que j'aime parfois aussi, c'est il y a à la fois le registre aromatique, la lisibilité de la cuisine du chef, où il y a toujours... 4-5 éléments et un produit bien mis en valeur. Et après, il y a aussi parfois une forme de prise de risque sur certains plats. Je parlais de ce plat de gibier cru, servi avec de l'huître, de la charcuterie de poisson. En deuxième plat, pour une clientèle, ça peut être un peu surprenant au restaurant. Et moi, j'aime bien aller dans le même contraste au niveau des vins. À une époque, on le fait de moins en moins. On avait un plat qui maintenant est devenu presque un classique, mais c'était le fameux œuf parfait ou un œuf servi cuit à une certaine température. Et ce plat, quand je suis arrivé au Chambard, on le servait encore décliné au fil des saisons. Et là, pour le coup, c'était un plat, j'ai jamais vu un client qui n'a pas aimé ce plat-là. C'était de l'œuf, quelque chose que quasi tout le monde aime. En dessous, il y avait un sabayon qui changeait de goût au fil des saisons, mais il y avait quand même une grosse base de 95% de beurre. Donc quelque chose de très, très confortable, très réconfortant. Et du coup, là, ça m'a permis, je suis arrivé au Chambard, il n'y avait pas de vin orange sur la carte. Et au bout de 2-3 ans, c'était l'accord classique, cet œuf qui suivait les saisons et les vins oranges de plein de cépages différents. Et là, on a appris, on a fait découvrir, on a réconcilié les gens. On a même eu des clients qui reviennent même, on a goûté un vin orange chez vous et qui le redemandent. Et qui maintenant, à l'époque c'était un verre, maintenant ils veulent une bouteille. Et ce plat-là m'a bien aidé pour le coup. Jean-Baptiste, il y a une seule chose à faire, c'est de prendre le train, d'aller juste à côté de Colmar, à Kaiserberg, de venir au Chambard. C'est un endroit merveilleux. Franchement, allez-y. Personne n'en revient indemne. Et en plus de ça, le travail que tu fais sur la carte est tellement enthousiasmant. C'est gentil. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir offert ce cadeau de Vincent Grosse. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Jean-Baptiste Klein, sommelier au Chambard, à Kaiserberg. Et puis, on se dit à bientôt avec le chef, j'espère, sur la l'année prochaine, il sera là, je pense. Merci beaucoup d'être venu. Parfait. On se retrouve à 14h30 avec Paul-Augustin Delattre. On parlera d'hydromel. Après ça, on se demandera avec Julien Fouin si le vin nature, c'est fini. Et puis après, il y a une petite fête organisée. Ils sont 5, ils vont faire des cocktails. Ils viennent d'Anvers. C'est à 16h, ne ratez pas ça. Et on finira avec Rodolphe Bauduret, qui est le sommelier de chez Bonny, à Cahors. Et on a parlé d'Alsace. On va faire une grande diagonale, mais on vous montrera que les vins de Cahors ont bien d'autres choses à dire que ce qu'on croit parfois. Encore un grand merci, Jean-Baptiste Klein, s'il vous plaît. On me l'applaudit une dernière fois et on se retrouve à 14h30.